mes merveilleuses, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux jeudi. Quel bonheur de vous accueillir avec quelques petites minutes de retard, mais on est là. Bienvenue tout le monde, bienvenue, je vous laisse une petite minute pour vous connecter. Alors, pour celles qui sont nouvelles sur ma page, bienvenue à vous. Les riches jeudis, c'est quoi? Les riches jeudis avec Valérie, c'est un riche sujet qu'on choisit pour enrichir effectivement nos prises de conscience, notre cheminement, notre développement personnel. Alors, ce sont des riches moments qu'on partage ensemble. Donc, pour celles qui sont habituées d'être sur ma page, bonjour et bienvenue. Donc, dites-moi bonjour quand vous vous connectez. Qui est là à mon grand bonheur aujourd'hui? Ma belle Guylaine. Allô, Guylaine. Très heureuse de te retrouver. Alors, j'étais tellement heureuse de me déposer dans ce sujet avec vous. On en a parlé ce week-end. Je reviens d'un week-end extraordinaire avec plusieurs femmes merveilleuses. Donc, au Centre de vie de Ripon, c'était la retraite loyale envers soi. Alors, c'est sûr qu'on a abordé ce beau thème-là du fardeau. Bon, beau, on aime ça, on n'aime pas ça. La question, c'est surtout pourquoi, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Bon matin, ma belle Karine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on porte le fardeau des autres? Est-ce qu'on s'en rend compte, premièrement, qu'on porte le fardeau des autres? Ça a été pour moi comme un peu une révélation de faire comme, oh mon Dieu, des fois, on se retrouve avec des choses, on ne met pas nécessairement le mot dessus. Et donc, ben, on va voir qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette petite tendance aussi? Alors, pendant que vous prenez le temps de vous connecter, qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est toujours la question. Donc, sachez que la semaine prochaine, Séparée et Sereine revient. Donc, 11e cohorte de Séparée Sereine. C'est pas ici, c'est dans un groupe privé, donc justement pour s'assurer de respecter la confidentialité aussi de chaque femme merveilleuse qui vont être là. On est rendu, mon Dieu, plus que... on a dépassé le 4000 femmes dans le groupe privé. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrite ou vous pensez à une amie que ça pourrait faire du bien, c'est vraiment comment se retrouver après une séparation, comment se restructurer, retrouver la confiance aussi en nous, et puis comment réaliser qu'on peut vivre une séparation d'une autre façon. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans de nourrir une souffrance profonde. Alors, il va y avoir des cycles, effectivement, il va y avoir des éléments, mais comment qu'on peut vivre, prendre la hauteur peut-être par rapport à ça, et surtout se retrouver la confiance, retrouver l'estime personnelle. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, la retraite de Québec qui est complète en octobre, la retraite de novembre qui va sortir cette semaine. Entre autres, là, c'est pas entre autres, c'est spécifiquement pour les femmes qui ont traversé le cancer, donc renaître suite à cet événement-là de vie. Donc, ça va être du 15 au 17 novembre c'est du 15 au 17? Je pense que oui. 15 au 17 novembre à Ripon, en Outaouais. Alors, ça va être très, très riche. Beaucoup d'accompagnement, de soutien aussi pour ce week-end. Et la retraite au Maroc, je pense qu'il nous reste comme 8 places. Alors, si vous y pensiez, c'est le temps ou jamais. On va ouvrir aussi là-dessus davantage. Donc, on va prendre il va y avoir comme des présélections, oui. Donc, on pourra prendre rendez-vous téléphonique ensemble pour être sûr que ça convient à ce que vous souhaitez. Donc là, c'est sûr, c'est contacter l'immensité. On va contacter le grandiose. On va marcher dans le désert. Voilà, avec plein de merveilleuses. Alors, dites-moi dans quelle belle énergie vous arrivez aujourd'hui. Je place mes écrans pendant. Donc. OK, voilà. Donc, la grande question, hein, je pense, c'est si on revient à notre thème qui le fait de porter le fardeau des autres. Des fois, ça peut être très subtil, des fois, c'est très clair, des fois, on est épuisé. Est-ce que ça vous parle, ce sujet-là, aujourd'hui?
C'est sûr qu'il y a quelque chose, hein, tu sais, dans le désir d'aider, d'aimer, de soutenir les gens qui nous entourent. C'est cette tendance-là qu'on va avoir à créer en quelque sorte en souhaitant libérer en quelque sorte euh, ce que les autres pourraient porter et qu'on va s'attribuer. Alors, c'est sûr que quand on regarde le beau et le bon, ce sont des personnes qui sont remplies d'amour et de bienveillance, qui vont se retrouver en quelque sorte à porter le fardeau des autres. Hein? Il y a comme on va absorber les émotions, on va absorber les émotions des autres, on va le prendre pour ceux qu'on aime, on va prendre leur responsabilité en quelque sorte par amour, hein, par amour pour eux autres. Il y a une partie que ça va être par amour pour eux autres et il y a une partie qu'on va se retrouver avec un type de personnalité qui vont vouloir nous redonner leur fardeau aussi. Donc, on va parler de gens qui sont peut-être qui vont parler plus fort, qui vont nous faire sentir coupables, hein, souvent, qui vont tenter de normaliser quelque chose qu'on ne considérait pas qui était nécessairement normal. Euh, donc, ils vont dire, ben oui, tu sais, accepte ça, c'est correct, tu sais, tout le monde fait ça, pour tout le monde, c'est comme ça. Et donc, il y a vraiment un pattern de normaliser. Et quand les personnes sont très empathiques, ils font, ben, OK, hein, on va se remettre, souvent, nous autres, on va se remettre en question. Donc, les gens qui sont empathiques, qui sont pleins d'amour, qui sont bienveillants, vont avoir une facilité à prendre le fardeau de la culpabilité. Hein? Et là, où ça devient puissant, c'est justement au détriment de notre bien-être. Alors, dites-moi, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est un sujet qui résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous dites, oh mon Dieu, que ce sujet-là tombe à point pour moi? Ah, des fois, on aime les synchronicités de la vie. C'est comme, ah, j'avais tellement besoin d'entendre ça ce matin. Alors, comment qu'on va reconnaître ce fardeau-là en même temps qui, à la limite, qui est invisible, hein, c'est un ressenti, là, c'est moi avec moi. Parce que si on est entouré de gens qui ont cette tendance-là à vouloir nous redonner le fardeau en quelque sorte, ben c'est sûr que c'est pas eux autres qui vont nous le dire. Hein? Donc, et là, on se retrouve avec une charge émotive. C'est lourd, on se sent comme envahi en quelque sorte. Ça peut augmenter le stress, l'anxiété aussi. Les peurs, donc, il va y avoir comme un tourbillon émotionnel qui va être autour de ça, sans qu'on s'en rende plus ou moins compte, hein, parce que c'est très subtil au départ. Mais à la longue, c'est que le fardeau, des fois, devient tellement lourd qu'on la ressent, cette lourdeur-là. On voit comme pas comment qu'on pourrait s'en libérer parce que on aime ces personnes-là, on se sent coupable si on leur redonne. Il peut y avoir une dynamique aussi avec ces personnes-là qui font que c'est comme, ben, la culpabilité me revient toujours. Tu sais, je remets tout le temps en question ma partie à moi. Donc, on va aller mettre de la lumière et de la richesse à travers tout ça. Alors, la première question, c'est pourquoi qu'on fait ça? Hein, sachant que c'est pas optimal pour nous, sachant qu'effectivement, on peut parler d'inconfort. Hein. Première chose, c'est effectivement l'empathie excessive. Il va avoir, tu sais, donc oui, l'empathie, c'est une grande qualité, c'est des personnes qui vont être dévouées, mais en même temps, à un moment donné, on pourrait à la limite dire l'envers de l'empathie, la face cachée de l'empathie, c'est quand on est rendu dans l'excessif. Okay? Donc, quand on parle d'empathie excessive, c'est que les personnes qui vont être empathiques vont ressentir intensément la douleur des autres. Hein? On va avoir cette capacité-là à faire comme, oh mon Dieu, je vois que la personne est dans la souffrance. Et donc, quand on est dans ce pattern-là d'empathie excessive, c'est vraiment, au départ, ça va être par un élan du cœur, en quelque sorte. Puis c'est ça qui devient subtil.
Parce qu'il y a comme cette ouverture d'élan de compassion qu'on pourrait dire qu'on on souhaite soulager, hein, on cherche à soulager la souffrance des autres en l'apprenant. OK? Et on va voir au niveau du cerveau, parce qu'il se passe plein de choses là, à ce moment-là, au niveau de notre beau Roger, le nom que j'ai donné à mon cerveau, parce que ça devient subtil. On dit, mais voyons, pourquoi je me suis rendue jusque-là? Et on va voir qu'il y a vraiment des éléments cérébraux qui font en sorte qu'on se retrouve. Mais là, on va avoir des petits highlights aussi pour dire, bon, ben, OK, comment qu'on peut faire attention de ne pas retourner là-dedans? Fait qu'il faut comprendre qu'au départ, cette empathie-là excessive qui fait en sorte que par compassion, on va prendre en quelque sorte le fardeau des autres. Bien entendu, quand on est à vouloir porter, ben à finir par porter, on le veut pas, mais à finir par porter le fardeau des autres, on va parler. Allô, bon matin, Jessica. J'étais une éponge. Oui, effectivement, Glenn qui dit. Autrefois, je disais que j'étais une éponge, puis on va le voir. Il y a vraiment quelque chose aussi au niveau des neurones. Il y a quelque chose que c'est ça que on sent tellement à l'extérieur qu'on finit par l'absorber à l'intérieur de nous. Et là, c'est comme le malaise. Hein? On se dit, mon Dieu, je me retrouve avec comme toute cette charge-là émotive en quelque sorte. Alors, donc, le fameux syndrome de la sauveuse, bon, parce qu'on le voit beaucoup chez les femmes. Alors, c'est quoi ça, cette tendance-là à vouloir sauver? Et ça, c'est tellement magnifique parce que moi, jadis, j'avais vraiment cette, cet élan-là ou ce pattern-là qu'on pourrait dire de la fameuse sauveuse. Et il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre derrière cette habitude-là. Et c'est le sentiment de se sentir utile et valorisé. Mais en premier lieu, on n'est pas, souvent c'est qu'on n'est pas consciente de ça. Mais quand on joue à la sauveuse, le sauver en question, la personne qui est sauvée, va au départ, OK, c'est ça aussi, mais au départ, il va avoir comme, ah, une chance, t'es là, j'ai jamais connu quelqu'un comme toi, t'es tellement, tu sais, avec toi, c'est tellement différent. Et là, il y a comme ça qui est mis en avant-plan, et qu'est-ce que ça fait? C'est comme, ah, je me sens importante, je me sens utile, je sens que je fais la différence dans la vie de l'autre personne, donc une valorisation qui vient avec. Alors, jusque-là, ça va bien. Mais c'est quand on va renverser ces éléments-là, puis souvent, tu sais, c'est comme la personne la personne sauvée va mettre au départ va mettre la personne sur un piédestal, mais rapidement, la sauveuse en question que nous sommes, on va parler au féminin parce qu'on si vous vous retrouvez là-dedans, c'est qu'elle va tomber de haut. Parce que c'est elle aussi qui va porter le blâme, le fardeau et la culpabilité. Donc, la personne qui est sauvée va tout le temps redonner à son sauveur, en quelque sorte. Donc, il va devenir comme le sauveur, mais même le bourreau à euh, dans plusieurs cas. Et donc, c'est là que l'inconfort commence à se faire ressentir. Parce que c'est comme, d'un coup, j'étais sauveuse, je me sentais utile, je me sentais valorisée, je sentais que j'avais un impact positif dans la vie de l'autre, mais quand que l'autre personne va me redonner la charge du fardeau, de la culpabilité, là, c'est comme, écoute, je viens de tomber de haut, je me remets en question. Et comme je suis une personne souvent, parce que cette tendance-là à vouloir être valorisée, c'est qu'on n'arrive pas à se valoriser à l'intérieur. Donc, la souffrance va être encore plus grande. OK? Et au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'on va vouloir revenir rapidement dans le show de dopamine qu'on va voir plus loin, mais c'est comme, hey, je dois retrouver cette valorisation-là intérieure OK, à la limite, je vais dire à tout prix. OK? Ça, c'est très cérébral. OK? Mais on veut aller à tout prix retrouver ça parce que sinon, je ressens le vide à l'intérieur. Et c'est là que les patterns de sauver, sauveur vont embarquer. Et là, c'est comme les cycles peuvent être assez puissants.
Hein, on va vivre beaucoup, beaucoup, c'est des montagnes russes, beaucoup de up et down à travers ça. Parce que c'est comme, on passe de, on a le sentiment que c'est de l'amour, mais en même temps, c'est plutôt anxiogène, OK? Et donc, et là, ben, on va passer de l'état anxiogène à l'état, ben, on veut retrouver cette forme d'amour-là. Ça va être par les hormones du bonheur, donc la dopamine, on fait comme, OK, tu sais, c'est revenu, là, ça va bien. Fait que là, on va rester accroché à ça avec la peur de perdre, ce qui va créer encore plus d'anxiété. Et là, on est dans des cercles comme infernales en quelque sorte, OK? Alors, et c'est là que ça devient intéressant quand on regarde on est toujours dans, mais pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'il y a vraiment une confusion. Puis ça, c'est important, notre mot, ce matin, confusion entre l'amour et la responsabilité. Alors, au départ, la personne qui va prendre le fardeau a le sentiment qu'elle le fait par amour pour les autres, que c'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'attention. Et on va se faire valoriser dans ce sens-là aussi. Donc, quand que je le porte, c'est comme, ben, tu sais, je porte la responsabilité, je vais être aimée. Hein, en quelque sorte, je vais être... et donc, moi, j'ai le sentiment que je le fais vraiment par amour pour les autres, parce que je suis une personne dévouée en quelque sorte, OK? Alors que dans le fond, je suis en train de prendre une responsabilité qui ne me revient pas. Et pendant ce temps-là, parce que tu sais, on le voit beaucoup, on peut le voir dans les relations amoureuses, on peut le voir dans les amitiés, on le voit beaucoup les parents avec les enfants aussi, mais on peut voir les enfants avec les parents. Hein, rendu à l'âge adulte. Donc, on le voit avec des frères, des sœurs, on le voit avec plein, 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 plein de monde. Tu sais, donc quand on a ce pattern-là de euh, euh, je vais ramasser les pots cassés, même si c'est pas moi qui les a cassés, là. OK? Tu sais, c'est en quelque sorte. Tu sais, je ferais comme n'importe quoi juste pour m'assurer que l'harmonie revienne, l'équilibre revienne. Parce que quand on est, quand on est dans l'empathie ou hyper empathique, on pourrait dire que, je préfère le mot hyper empathique que hyper sensible. Hyper empathique, donc, ce sont des gens qui n'aiment pas la chicane. Parce qu'elle ressemble beaucoup, beaucoup. Donc, il essaye de créer toujours l'harmonie autour d'elle. Il essaye que tout le monde soit heureux parce qu'il aime ça quand les gens sont heureux. Et ces personnes-là, il faut comprendre, là, quand vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes porté par la valeur d'amour. OK? Fait que juste, cette partie-là va bien. C'est juste les patterns qui viennent avec qu'on n'aura plus besoin d'aller dans ces mécanismes-là parce qu'ils cachent, ça devient problématique en même temps, pas pour les autres, pour nous-mêmes. Mais en même temps, on pourrait dire, à la limite, pour les autres, parce que ces personnes-là n'ont pas l'avantage de faire leurs apprentissages. Hein? Donc, tu sais, de dire, ben écoute, je dois comprendre que les choix ou les actions que je fais ont des conséquences, soit positives ou ben, des effets, soit positifs ou soit négatifs. Mais quand on prend toujours la responsabilité pour les autres, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, c'est comme s'ils peuvent faire un peu n'importe quoi sans nécessairement avoir de conséquences. Alors, je ne suis pas en train d'aider la personne non plus en faisant ça. Chaque personne doit vraiment prendre conscience que chaque choix, chaque décision que je vais prendre, chaque action que je vais poser, il y a toujours deux choix. Il va avoir soit un effet extraordinaire ou il va avoir un effet négatif en quelque sorte. Mais c'est à la personne de prendre cette conscience-là puis de prendre sa responsabilité que c'est clair qu'il va avoir un impact sur l'action que j'ai choisi de faire, sur la décision que j'ai prise. OK? Alors, c'est pas aux gens qui entourent ces personnes-là de prendre la charge et la responsabilité, mais c'est vraiment de dire, je vais redonner, dans le fond, la personne va avoir le privilège de faire ses propres expériences de vie. Alors, et donc, quand on regarde, il nous reste deux éléments. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre souvent dans ces patterns-là? C'est la fameuse peur de décevoir. Ça aussi, ça peut être subtil. Mais la peur de décevoir, c'est la peur de déplaire. On a souvent cette peur-là. J'ai peur de déplaire. J'ai peur de perdre l'amour des autres.
OK? J'ai peur que si je dis non, c'est moi qui va finir par porter la charge de me sentir égoïste, égocentrique. Hein? Et les gens souvent n'ont pas peur de, tu sais, les personnes qui sont sauvées euh, n'ont pas peur de faire ressentir ça. Alors, vous reconnaissez-vous jusqu'à maintenant dans peut-être un petit peu dans la sauveuse. Ah, allô, 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 ma belle Julie. Un beau coup de vent, on aime ça. Et juste pour terminer, le cinquième élément aussi, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on va faire ce genre de pattern, qu'on va être dans l'habitude, dans le pattern de porter le fardeau des autres? C'est sûr qu'il y a il y a eu les modèles familiaux aussi. Modèles familiaux, modèles sociaux qu'on pourrait rentrer, mais modèles familiaux dans le sens que, tu sais, si j'ai vu, entre autres, ma mère qui portait beaucoup le fardeau des autres, qui se sentait toujours responsable pour les autres, qui était en quelque sorte comme un peu effacée, puis, et qui a toujours pensé que c'était la façon dont on devait se faire aimer. Après ça, il peut avoir aussi, tu sais, les enfants, on va parler des enfants parentifiés, dans le sens que c'est peut-être aussi l'enfant qui a eu l'habitude de porter comme le fardeau en quelque sorte des parents. Donc, un peu que l'enfant joue à la sauveuse, donc devient comme le parent des parents. Alors ça aussi, ça peut être un des éléments dans les deux sens. J'ai reçu ce modèle-là, ou j'ai reçu en quelque sorte, où mes parents n'étaient peut-être pas aptes à pouvoir me donner tout ce qu'un parent peut donner, et je me suis retrouvée en quelque sorte avec cette charge-là. OK. Alors, donc, là, c'était nos éléments de base. Pourquoi qu'on a ce pattern-là, si vous vous reconnaissez? Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe pour mon beau Roger, qui est le nom de mon cerveau? Qu'est-ce qui va faire que... Parce que, tu sais, on le sait, si vous vous retrouvez, OK, là-dedans, on s'entend... allô, ma belle Linda? On s'entend qu'on le sait que c'est pas optimal. Il n'y a personne qui aime ça se retrouver avec le fardeau des autres. Il n'y a personne qui aime ça se retrouver avec le poids de la culpabilité que les personnes peuvent nous faire ressentir. Donc, quand on vient dans notre conscience, on se dit, ben je le sais, je sais ça. Je sais que je suis pas bien. Comment ça, je me retrouve tout le temps avec des personnes de ce type-là? Pourquoi que je finis tout le temps par, de façon très subtile, maudit, c'est encore moi qui a pris la responsabilité des autres, ou qui vit la culpabilité. Tu sais, c'est comme je me fais passer ça comme incognito, puis c'est encore moi qui se fait traiter d'égoïste, qui est pas assez là pour les autres, qui pense pas assez aux autres. Puis là, c'est comme, des fois, on est fâché après nous-mêmes. On peut être fâché après les autres, mais ce qui est souvent le plus difficile à apporter, c'est je suis fâchée après moi. Pourquoi que je me suis encore rendue là, tu sais? OK. Et donc, c'est de façon subtile, mais il se passe plein de choses dans le cerveau, incognito. Mais là, on va révéler. Voyons, Roger va sortir du sac. On va monter à la conscience qu'est-ce qui se passe dans le fond de façon inconsciente pour qu'on soit capable les prochaines fois de dire, OK, bon, ben, voici ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur de moi. Et tu sais, c'est ça, vivre en pleine conscience. Hein? Je l'amène à ma conscience, et donc, j'ai la capacité par la suite de changer ces programmations-là ou ces habitudes-là. Alors, il faut comprendre que l'empathie, hein, donc si vous êtes une personne très empathique et vous vous retrouvez, et ça va ensemble, si j'ai cette habitude-là de porter le fardeau des autres, c'est parce que vraiment je suis une personne empathique. Parce que sinon, les gens qui sont plus ou moins empathiques, si vous remarquez, ils n'ont pas beaucoup cette tendance-là. Ils ont plus tendance à faire porter leur fardeau. Alors, quand on est empathique, c'est qu'on a les neurones miroirs qui s'activent. Les neurones miroirs, c'est que, dans le fond, on a la capacité de ressentir ce que les autres peuvent sentir. Ça veut dire que je vois quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui va jouer, je vais dire jouer à la victime, mais parce que on est souvent dans, tu sais,
les personnes empathiques ont des patterns, mais les personnes sauvées ont des patterns aussi, là. Et c'est ce qui fait que cette dynamique-là vient s'emboîter les deux ensemble. Donc, on va voir des personnes qui sont plus victimes, même si on a l'air ils ont une apparence très, très forte à l'extérieur, mais tu sais, ils vont à un moment donné jouer sur ces notes-là de ah, tu sais, c'est difficile, je sais pas comment m'en sortir. Ils vont s'auto-saboter en quelque sorte. Et là, les personnes qui sont très empathiques vont dire ben voyons donc. Hein? Et là, on voit, donc la personne peut même partir à pleurer ou quoi que ce soit, et les neurones miroirs vont faire en sorte que la personne qui est empathique, qui est devant l'autre, ben, ressent la souffrance. Donc, elle va vouloir prendre la souffrance de l'autre. OK? Encore là, il y a tout un côté positif. Quand que la personne qui est devant nous prend vraiment, ça se peut qu'elle ait des émotions et qu'elle va prendre ses responsabilités. Donc oui, la personne empathique va ressentir, va être là pour guider, soutenir l'autre, mais pas prendre la responsabilité, par exemple. Il y a vraiment une différence entre les deux. OK? Donc, ça dépend vraiment de la personne qui est devant nous, puis ça dépend la capacité aussi que j'ai à percevoir, à mettre mes limites. Donc, par amour pour moi. OK? Fait que là, on parle plus de dynamique sauveuse, sauvée. Donc, ce sont à la base les neurones miroirs, ce ressenti-là, OK, qui va faire en sorte que je vais vouloir prendre en charge l'autre personne. Je trouve qu'elle fait pitié. Je me dis, pauvre, elle a peut-être pas les ressources, elle est peut-être pas capable. Tu sais, moi, j'ai du bagage, j'ai fait du développement personnel, j'ai tous les outils pour pouvoir l'aider. Hein? Ça, je sais pas si vous entendez ce discours-là, mais ça, je sais que ça revient vraiment beaucoup. Et là, ça fait comme, oups, incognito, je viens de me rajouter quelque chose sur les épaules. OK? Deuxième chose qui se passe au niveau cérébral, le système de récompense. OK? Quand on parle du système, puis là, tu sais, c'est bizarre parce qu'on se dit, ben là, excuse-moi Valérie, là, mais tu sais, c'est porter le fardeau de quelqu'un, c'est pas un système de récompense. Non, effectivement, quand on se rend compte de la lourdeur que l'on porte et de toute la charge des responsabilités, ça peut devenir même une charge mentale. Clairement que c'est pas un système de récompense. Et là, c'est ça qui est, pas qui est plate, mais des fois, c'est qu'on s'en rend compte vraiment beaucoup plus tard. Cependant, au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vient activer le système de récompense. Le système de récompense qui est activé dans le fond par la libération de la dopamine, donc l'hormone du bien-être. OK? Et donc, quand on a cette petite tendance à être sauveur, très empathique, il y a une sensation de satisfaction d'aider les gens. Parce qu'on les aime, ces personnes-là, là. Si on le fait, c'est parce qu'on aime tu sais, soit c'est mon enfant, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon conjoint, c'est mes parents, c'est une collègue de bureau, c'est mon employé, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui, au départ, c'est, ben, j'aime cette personne-là et donc je vais, et le sentiment de satisfaction d'aider, parce que quand on est très empathique, on adore aider les gens. Dites-moi, il y en a-t-il qui se retrouvent là-dedans? Je suis curieuse de vous lire. Et donc, là, ça crée, mais c'est vraiment le sentiment de satisfaction qui fait comme, ah, et là, ça l'envoie, ça l'active, c'est vraiment la libération de dopamine qui fait comme, j'ai aidé quelqu'un, je me sens satisfaite, et donc, ça me fait une partie ça me fait du bien. OK? Cependant, ben là, c'est là qu'on se rend compte à la longue que ça finit par être épuisant. OK? Donc, à un moment donné, il n'y en a plus de dopamine, là. Il y a plus le, la colère, toutes les hormones de stress, d'anxiété. OK? Alors, ce sont des cycles, effectivement, mais ce sont des cycles de soulagement au départ qui deviennent problématiques à la longue. OK? Donc, c'est pour ça que quand on l'amène à la conscience, plus qu'on va, dans le fond, être en mesure de s'auto-créer des
des activations de cette hormone-là, de dopamine, ben moins que je vais avoir besoin d'aller chercher chez l'autre. OK? Ben, que l'autre, dans le fond, l'active à l'intérieur de moi. OK? Parce que c'est là qu'on a le sentiment de se sentir importante, de se sentir valorisée. Il faut comprendre qu'il y a l'hormone de l'ocytocine aussi qui rentre en ligne de compte. L'ocytocine qui est le sentiment d'appartenance. Hein? Donc, et là, on a vraiment le sentiment, on est dans l'hormone de l'amour. Donc, c'est les liens d'attachement qui se créent. Et là, c'est comme quand on active aussi, à travers ce cycle-là, il va clairement avoir l'ocytocine qui va s'activer en plus. Fait que c'est vraiment, on est dans un genre d'explosif d'hormones du bonheur qui, à la longue, ne contribueront plus à mon bonheur. OK? Donc, mais le corps, le cerveau, au départ, va faire « Pouh! » Et c'est pour ça qu'on reste dans ces cycles-là. Puis, tu sais, qu'à un moment donné, on se fâche après nous autres, puis on se dit « Maudit, j'ai encore retourné, je me sens encore fait avoir. » C'est vraiment la dopamine, l'ocytocine, puis ça fait comme « Oh my God! » Sur le coup, là, c'est « Je me sens importante, je me sens dans l'amour. » Et c'est pour ça qu'on mélange le sentiment d'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est pas... oui, on le fait parce qu'on aime les gens, mais il faut pas mélanger mon cerveau qui me lance, tu sais, qui me fait des shows d'hormones comme ça, à de l'amour véritable. OK? On est plus dans les liens d'attachement anxiogènes. Donc, il y a vraiment, vraiment une grande différence. Linda, oui, je me vois totalement, mais je sais que je dois me protéger. Oui, effectivement, le détachement émotif. Et donc, oui, parce que, puis ça va un peu avec Glenn, ce que tu dis, il va avoir aussi justement l'activation au niveau. Donc là, on sait que là, il y a comme des vagues de hormonales, là, d'hormones du bonheur, qui là, ça fait comme, oh my God, on est comme dans l'euphorie, là, un peu, hein, au départ, d'avoir eu ce sentiment-là d'aider, de contribuer, et là, la personne qui est contente, et là, on se retrouve, tu sais, c'est comme un peu les lunes de miel, en quelque sorte. Et donc, mais par la suite, il va avoir l'amygdale qui est donc toute la région au niveau émotionnel, donc une activation émotionnelle qui vont se faire, qui se fait aussi pendant ces patterns-là, et qui est très importante à considérer, c'est que quand on voit quelqu'un devant nous qui est en souffrance, OK? Je fais les guillemets parce que tu sais, des fois, si on est moindrement avec des personnes qui sont manipulatrices, faut faire attention, là, et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction. On va commencer à se fier de plus en plus à notre ressenti parce que, tu sais, il y a des gens qui ont cette habitude-là d'être dans des roues de victimisation, et donc, ils vont manipuler un peu l'information, ils vont amplifier un petit peu tout ça. La personne qui est devant cette personne-là, si c'est vous puis vous êtes empathique, ben qu'est-ce que ça vient générer au niveau de l'amygdale, donc de la région émotionnelle, c'est que ça vous fait vivre du stress et de l'anxiété. De voir quelqu'un qui est devant vous dans cette souffrance-là, dans ce mal-être-là, en vous active le stress, l'anxiété. Et c'est comme, mon Dieu, je dois faire quelque chose. Et là, encore là, c'est tellement subtil, c'est tellement inconscient. Et c'est entre autres là aussi qu'on va faire, dans le fond, je vais le prendre. Tu sais, moi, j'ai les ressources, je suis capable, ça va bien aller. Et tout ça, là, se passe de façon très, très, très inconsciente. OK? Et donc, il y a encore là, chaud de dopamine, j'ai réussi. T'sais, j'ai pris le fardeau, la personne qui est devant moi est contente, puis moi, ça fait comme, sur le coup, j'ai réussi, le niveau de stress, d'anxiété diminue, jusqu'à temps que je me retrouve à prendre conscience que tabarouette, j'ai rempli mon sac à dos, ça commence à être lourd, là, OK?
Alors, et c'est ça que pour moi, ce sont des sujets tellement d'une grande richesse. Tu sais, quand on parle des riches jeudi, c'est tellement riche de réaliser tout ce qui se passe dans l'inconscient. Toutes les patterns qui se font naturellement sans qu'on s'en rende compte. Puis regardez qu'il y a toujours une dynamique entre, il y a des traits de personnalité qui se font entre la personne qui est la sauveuse. Donc, on va retrouver des gens justement très empathiques, très dévoués, des personnes tu sais, qui aiment l'amour, qui aiment la... Il n'y a pas de malice, là. C'est comme des personnes qui veulent contribuer à un monde meilleur. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et les personnes qui vont être sauvées, qui souhaitent être sauvées, ce sont des personnes souvent en apparence au départ. Pourquoi que ces personnes-là se retrouvent? Ce sont des personnes qui ont l'air d'avoir une forte personnalité. Et c'est drôle parce qu'ils vont se retrouver dans un rôle de victime par la suite. Mais au départ, les empathiques sont attirés vers les gens que ils dégagent la confiance, ils dégagent la force, ils dégagent le comment je pourrais dire, la sécurité. OK, ça, c'est très important. Et c'est pour ça que les personnes empathiques vont aller au départ vers ces personnes-là. Parce que les personnes empathiques, souvent, se sentent fragiles. Je ne sais pas si ça vous parle, ça aussi. Elles se sentent fragiles, donc elles vont être attirées vers les gens qui dégagent. Puis là, c'est très important, ça veut pas, c'est pas de la sécurité intérieure. Mais les personnes vont dégager une attitude de sécuritaire. Je suis une personne forte, je suis une personne responsable. Et donc, là, il y a un match ici, là. Puis là, match, pas juste amoureux, là. OK? Donc, ça peut être, au départ, c'était le parent, ça peut être un frère, une soeur, ça peut être, OK, là, c'est n'importe qui. Des amis, peu importe. Mais c'est important de réaliser qu'au départ, il y avait cette dynamique-là qui s'est installée. Et donc, ces personnes-là, ben, quand elles se retrouvent, ils ont une tendance beaucoup à la victimisation. Ils vont avoir une facilité à jouer avec l'information en quelque sorte, qui va faire que la personne qui est empathique va vite retrouver la charge émotive, va vite retrouver, va porter le fardeau, va porter la responsabilité et va vivre beaucoup de culpabilité. OK? Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, la culpabilité, je ne peux pas faire abstraction à cette émotion-là, dans le sens que vous le sentez si vous vous sentez coupable. Tu sais, c'est-tu inconfortable, la culpabilité? OK? Et donc, il va y avoir quelque chose que les personnes vont activer la culpabilité. Alors là, ça va être important de dire, OK, bien, c'est à moi de renforcer. Donc, qu'est-ce que je peux faire quand je me retrouve dans ce pattern-là? Un, je dois réaliser le rôle que je suis en train de jouer, là. Le rôle que j'ai pris, peut-être qu'il ne m'appartient pas tant. OK? Oui, ma thérapeute me disait que mon ex, il essaie de se déculpabiliser en voulant consoler, me sauver. Oui, effectivement, aussi. Et on peut, c'est ça, ça peut être des deux tableaux. Donc, les gens vont vouloir rester là. Euh, Souvent, c'est que, tu sais, tantôt quand on voyait la peur de ne pas déplaire, hein, souvent les gens, c'est comme, ils veulent pas être haïs. Donc, je vais prendre en charge, tu sais, je vais soutenir l'autre, je vais aider l'autre parce que je ne serais pas capable de vivre avec le sentiment que l'autre m'aimerait pas. Donc, ça va être comme plus facile de dire, dans le fond, j'aime mieux comme porter une partie, puis je suis encore aimée de cette personne-là. OK, mon rôle est encore là. Donc, la première chose, ça va être de prendre conscience, effectivement, du rôle que je joue. Est-ce que je joue le rôle de la victime? Est-ce que je joue le rôle de la sauveuse? Est-ce que je joue le rôle de la fille qui est trop empathique, qui prend en charge? Est-ce que je prends le rôle de
je serais pas capable de m'en sortir toute seule, donc je dois avoir quelqu'un pour m'aider. Donc, peu importe le rôle, mais je dois prendre, c'est la première chose. Parce qu'effectivement, ça prend toujours deux personnes pour jouer ces rôles-là. Donc, dans quel rôle je me situe? Et regardez que habituellement, si j'ai tendance à prendre un rôle, je vais prendre l'autre. C'est des dynamiques. OK? Donc, quand je vais être sauveuse, je vais aller souvent dans le rôle de la victime aussi. Et ça peut être la face cachée de la sauveuse. Parce que au départ, je sauve, je sauve, je sauve, je prends en charge, je prends en charge, je prends en charge. Puis à un moment donné, je suis comme tellement tannée puis écœurée, c'est trop lourd. Et donc, là, je deviens victime. Maudit, c'est encore moi, puis ces personnes-là me font encore porter ça, puis on dirait ils me donnent leur culpabilité, ta, 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 ta. Et donc, je deviens victime, en quelque sorte, de ces personnes-là. Donc, la roue tourne là, pendant comme assez longtemps, OK? Donc, ce qu'on a à faire, c'est vraiment établir des limites saines. Autant pour moi, ben, OK, on va dire, les limites saines vont être pour moi, OK? Au bout de la ligne, ça peut être des limites saines pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre est prêt à les prendre en considération. Mais moi, je dois vraiment établir, OK, voici, moi, c'est jusque-là que je vais. Je n'irai pas plus loin. Voici, c'est quoi? C'est ça ma limite, c'est tout. OK? Donc, mes limites saines par rapport à quoi? Par rapport à, je dois protéger mon espace émotionnel, je dois protéger mes besoins, je dois protéger, je suis la gardienne de ma flamme intérieure. Donc, si j'ai cette qualité-là d'être empathique, d'être joviale, j'aime les gens, je suis quelqu'un qui est engagé, qui est dévoué, qui est loyal, ben en même temps, je suis la gardienne de cette flamme-là qui me donne des étoiles dans les yeux, parce qu'il y a plein de beaux et de bons. Mais en même temps, c'est comme si je me fais... si j'ai le sentiment que les gens rentrent dans cet espace-là, ben c'est à moi de m'assurer là, que c'est OK, ici, on ne rentre pas là. Ici, je protège cette énergie-là. Oui, j'aime les gens, mais je dois m'aimer tout d'abord. OK? Je m'aime assez pour dire non. Je m'aime assez pour mettre mes limites. Je m'aime assez pour respecter mes besoins. Je m'aime assez pour. OK? Ça sera à vous de terminer les phrases. Mais donc, et c'est ici, je m'assure que je me protège en quelque sorte. OK? Donc, je protège cette belle énergie-là, cette belle amour-là. C'est sûr que quelque chose aussi, quand on est si on a cette tendance-là à jouer à la sauveuse, s'assurer de renforcer la posture identitaire. La posture identitaire, c'est je sais qui je suis malgré ce que les gens vont dire de moi. Ça veut dire que quelqu'un peut me traiter d'égoïste, d'égocentrique, t'es pas là pour les autres, on sait bien, c'est tout, tu sais, c'est toi qui as dit ça, qui as fait ça, c'est à cause de toi, porter le blâme et quoi que ce soit. Mais quand ma posture identitaire, elle est solide, c'est je sais qui je suis. Tu as le droit de penser ça. T'sais, si ça te fait du bien de penser ça, si ça te fait du bien de dire ça sur moi, tu as le droit. Moi, je sais qui je suis. Moi, je sais ce que j'ai fait. Moi, je sais, je fonctionne avec mes intentions. Puis, donc, à partir de ça, je ne peux pas remettre en question quelque chose qui était établi. Ou si je peux, oui, il y a peut-être des éléments que je peux prendre en considération et remettre en question. Puis ça, c'est parfait. Ça m'appartient. C'est comme, OK, voici. C'est vrai que ça, je pourrais, il me reste des trucs à nettoyer par rapport à telle chose, OK? Mais donc, la posture identitaire, c'est, je connais très bien mes faiblesses, mais je connais très bien mes forces aussi. Alors, les gens peuvent croire ou dire des choses sur moi. C'est à moi de croire qui je suis. Qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes capacités, quelles sont mes intentions. Donc, quand j'ai dit ou j'ai fait telle chose, c'était quoi mon intention par rapport à ça? OK? Et c'est ça la posture identitaire. Je reste très ancrée, très centrée dans qui je suis. OK? Et donc, ben, lâcher prise sur le contrôle. Et oui, jouer à la sauveuse, peut-être je vais décevoir quelques merveilleuses, mais ça s'appelle du contrôle. Parce que c'est comme si, des fois, je prends en charge alors que la personne ne me l'a pas nécessairement demandé, mais aussi c'est que j'essaie un peu comme de réparer
Je veux dire, réparer tout le monde. Tu sais, j'essaie que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux. Mais souvent, les gens ne le demandent pas. C'est pas à moi de réparer les autres. Je veux dire, chaque personne a sa responsabilité et a son parcours et a son cheminement et a ses prises de conscience à prendre. OK? Donc, ça aussi, c'est comme, OK, on va alléger. On va alléger parce que ça devient lourd, tout ça. OK? Un autre élément qui va venir nous aider beaucoup, c'est de dire, je vais pratiquer la compassion sans absorption. Donc, la compassion, c'est de devenir dans l'objectivité. Je vois que la personne souffre. Je le ressens. OK? Je suis de tout cœur avec cette personne-là. Mais je ne peux pas prendre la douleur. De toute façon, ça ne serait même pas aidant pour la personne. Donc, je suis là en tant que guide. Je peux guider l'autre, je peux lui offrir mon soutien, mon support, mais j'ai pas à absorber ce qu'elle vit. Moi, j'ai mes défis de vie, l'autre a ses défis de vie, et donc voici, on va euh, avancer et cheminer de cette façon-là. OK? Bien entendu, travailler sur notre culpabilité. Parce que quelle émotion très difficile à vivre, la fameuse culpabilité. Hein? La culpabilité, c'est quoi? Dans le fond, c'est que j'ai un idéal de vie, j'ai des valeurs idéales et j'ai la réalité. OK? Donc, la culpabilité, c'est la distance qu'il y a entre les deux. Donc, par exemple, j'ai un idéal. Moi, je veux être une personne justement empathique, dévouée. Ma valeur amour est très importante. Donc, ça, c'est mon idéal. Je voudrais toujours être ici. Et voici la culpabilité. La réalité, c'est par exemple, je sais pas moi, j'ai effectivement dit non à quelqu'un pour. J'ai mis mes limites. OK? Et là, la personne me le fait sentir. Et donc, pour le cerveau, il est comme, mon Dieu, t'as pas rentré dans ton idéal, il était ici. Et voici la réalité. OK? Quand il y a de l'espace entre les deux, on va vivre juste plus de culpabilité. J'aurais dû faire mieux. J'aurais pu. Mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à faire telle chose ou à dire telle chose? Et là, ça va partir. OK? On peut vivre dans la culpabilité pendant très, 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 très longtemps. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans la culpabilité? C'est très, très subtil, mais ça diminue automatiquement l'estime personnelle. Parce que c'est comme si la culpabilité me fait dire, inconsciemment, t'es pas assez. T'as pas réussi, là, t'es pas assez. Et ça vient lourd de vivre avec le pas assez intérieur. Alors, c'est pas les autres, peut-être que c'est les autres qui me le disent, mais le plus difficile à vivre, c'est avec quand on le ressent pour nous-mêmes. Très lourd à vivre. OK? Et on va encourager de plus en plus l'autonomie des autres. Donc, redonner la responsabilité aux autres, que ces personnes-là développent leur autonomie, sachant que la vie est faite. On va passer par des cycles de souffrance. Ça serait illusoire de penser qu'on ne touchera jamais à des souffrances. Impossible. On a tous des blessures. On se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent trahi, on se sent humilié, on sent que c'est injuste, peu importe la blessure qu'on va venir activer, mais ça fait partie du processus de la vie. Alors, tu sais, je peux être une personne pleine d'amour, empathique, qui aime les gens, puis qui veut prendre en charge la souffrance des autres, et malheureusement, ça ne se pourra pas. Puis on le voit beaucoup, beaucoup avec, tu sais, si vous êtes une maman, on essaye de faire ça avec nos enfants. On dirait, tu sais, on voudrait bien leur mettre une belle bulle rose autour. Mais ils vont devoir comprendre eux aussi que les choix et les actions qu'ils vont poser vont apporter soit quelque chose d'extraordinaire ou soit quelque chose de difficile à traverser. OK? Donc, c'est vraiment pour tout le monde. OK? Alors, donc, de redonner de plus en plus l'autonomie aux gens, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, sincèrement. Parce que en même temps, c'est aussi le dépassement de soi que chaque personne va
pouvoir développer. Tu sais, quand que je me rends compte que j'ai été capable, je me suis sortie de cette situation-là, de cette émotion-là, que je pensais jamais m'en sortir, il y a vraiment quelque chose qui fait comme waouh, j'ai réussi. Hein? Ça l'active les hormones du bonheur, mais par rapport à soi-même. Donc, on va parler de dépassement de soi, on va parler d'estime personnelle. Alors ça, c'est vraiment puissant. OK? Et c'est sûr qu'on va quand même mettre l'élément de peut-être revisiter les relations qui sont autour de nous. C'est sûr que si on se rend compte qu'il y a des relations qui sont toxiques, en souhaitant porter le fardeau pour que ces personnes-là changent, en souhaitant que plus que je porte le fardeau, plus que ces personnes-là vont avoir la capacité de changer, ben en même temps de dire, OK, est-ce que c'est de parce que, tu sais, oui, au départ, c'est vraiment la bonne volonté que l'on a. Hein, on aimerait ça tellement aider les autres, mais en même temps, on voudrait tellement qu'ils changent. Mais tu sais, si on a encore ce sentiment-là que je souhaiterais que cette personne-là change, à un moment donné, je suis sûre, plus que je l'aime, plus que je suis là pour elle, plus qu'elle va changer, mais en même temps, j'ai une réponse aussi. Tu sais, un carré ne va pas se transformer en rond, là. Donc, il y a des personnes carrées, il y a des personnes qui vont être très. Tu sais, il y a toutes sortes de formes. Il y a des triangles, il y a des losanges, il y a des rectangles, il y a des carrés. Fait que, tu sais, si moi je considère que je suis un rond, ben arrêtons de vouloir changer un triangle pour un rond, là. Soit que j'apprends à aimer un triangle en voyant qu'il y a d'autres forces et d'autres défis et d'autres faiblesses, mais que moi je reste un rond, puis la personne c'est un triangle. OK? Mais donc, mais si je considère que la personne qui est triangle, moi, les triangles, je me rends compte que c'est toxique pour mon estime. C'est beaucoup, beaucoup de. C'est conflictuel. Il y a beaucoup de culpabilité qui m'est renvoyée. Il y a du dénigrement. Bon, ben là, c'est à moi de prendre une décision. Tu sais, à chaque fois que je me retrouve avec un triangle, ben effectivement, c'est tout le temps ce que je sens. Ben, peut-être que j'ai une réponse aussi là-dedans. En sachant qu'un triangle ne deviendra jamais un rond, là. OK? Ben et donc, c'est là de mettre des limites saines. OK? C'est de dire, voici ce que la personne représente pour moi. Puis je sais que cette partie-là, elle est difficile parce qu'on se dit, mais en même temps, il y a plein de côtés que j'aime de cette personne-là. Ben oui, puis c'est merveilleux parce qu'une personne n'a pas juste des défauts. Mais en même temps, c'est juste de considérer comment moi je me sens en présence de cette personne-là. Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Est-ce que je le fais justement pour plaire, pour être aimée? J'aurais peur de me faire rejeter. Ou, dans le fond, qu'est-ce qui m'amène à soutenir de plus en plus ce type de relation-là? OK? Est-ce effectivement peut-être que je me rends compte, ben, c'est peut-être toxique, bon, ben, je vais juste revisiter. Est-ce que je vais peut-être la voir moins souvent, mais quand même la garder dans mon entourage parce que oui, il y a plein de, tu sais, ces qualités, je suis capable de les mettre en avant-plan, je suis capable de les souligner. Puis effectivement, ben, je vais prendre moins les choses personnelles, je ne prendrai plus les responsabilités, je vais pouvoir lui redonner. Donc, il y a une façon de s'assurer comme je vous disais tantôt, de protéger votre flamme intérieure. Christine, t'as pas manqué en plus, écoute, ben, tu ne manqueras pas le mot de la fin. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, hey, dites-moi, est-ce que ça vous a éclairé? Hey, êtes-vous prête à libérer le fardeau? Peut-être que vous rendez compte que vous portiez peut-être depuis quelque temps, depuis peut-être plusieurs années. Dernièrement, il y avait aussi une femme qui me disait, tu sais, c'est que, oh mon Dieu, de faire ce lien-là avec porter le fardeau, je me rends compte que, tu sais, c'est une relation qui était terminée, mais que je portais tout le temps une forme de culpabilité à l'intérieur de moi, puis elle a dit, ça a mis des mots sur qu'est-ce que je ressentais que, hey, c'était même pas à moi ce fardeau-là, c'était pas à moi de porter ça, puis c'était quand même si la personne n'était plus dans mon environnement, n'était plus dans ma vie, je portais encore quelque chose de ça, de dire comme, mon Dieu, tu sais, peut-être j'aurais pu l'aider plus, peut-être j'aurais pu en faire plus. Puis là, elle fait comme, je me sens libre. Parce que clairement qu'un fardeau, c'est lourd.
Ah! Fait que si j'ai plus besoin de le porter, ça fait comme alléluia, là. Tu sais, je vais pouvoir vraiment me libérer. Je vais pouvoir déposer cette lourdeur-là que, tu sais, des fois, moi, je nous visualise comme si on a un sac à dos. Et on marche avec ce sac-là, des fois, qui est très, très, très lourd. Et ça fait comme, hey, écoute, dans le fond, je portais des pierres qui m'appartenaient même pas. Donc, je peux libérer ça, je peux enlever ça, souhaiter plein d'amour à la personne, que cette personne-là, que ça l'aide bien pour elle. On souhaite toujours le meilleur pour tous. Mais en même temps, juste de dire, ben, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas. Puis moi, ce que j'ai à prendre en charge, c'est ma partie à moi pour m'assurer d'être encore plus dans l'amour, être encore plus dans la lumière, être encore plus en cohérence avec mes buts, mes rêves, mes objectifs de vie, m'assurer, tu sais, ce qu'on a à apporter, c'est l'amour et la lumière à l'intérieur de nous, pas le rôle de sauveuse. J'ai pas tu sais, quand les personnes ont de la difficulté à trouver l'amour et la lumière, c'est pas à moi de leur donner. Alors oui, je peux, par la mienne, je peux contribuer, je peux participer, mais en même temps, j'ai pas à prendre en charge de dire, ben viens-t'en, moi je vais te rallumer ta lumière vu qu'elle est éteinte. Tu sais, j'ai fait des cours, j'ai fait des prises de conscience, tu sais, moi je vais pouvoir le faire pour toi. Non, non. C'est chaque personne est responsable de sa flamme intérieure, de son étincelle de vie. Alors, comment que je peux m'assurer de faire grandir la mienne pour après ça, effectivement, faire la différence dans le monde. Donc, c'est sûr que plus qu'on va être de femmes merveilleuses, lumineuses, qui sont portées par l'amour, par toutes des belles valeurs extraordinaires, plus qu'on va rayonner, donc, et plus qu'on va contribuer à la lumière. Mais plus, et remarquez que plus que vous portez le fardeau des autres, plus que vous êtes en train d'éteindre votre lumière. Et ça, c'est pas optimal. Parce que là, vous ne contribuez plus. Tu sais, au bout de la ligne, c'est si moi-même, je suis en train de m'éteindre, est-ce que j'apporte une plus-value? Ni dans ma vie, ni dans celle des autres. Alors, assurez-vous, justement, de nourrir votre lumière intérieure, de la faire grandir de plus en plus. Et donc, ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous appartient plus, ben vous pouvez vous en libérer et voyager plus léger. Merci, mes merveilleuses, d'avoir été là pour notre riche jeudi. Donc, la semaine prochaine, on est 3 jours séparés sereines dans le groupe privé 11, 12, 13 septembre. Et je vous reviens pour le prochain riche jeudi. Qu'est-ce qui s'en vient aussi? Il y a le M Croix Compte qui s'en vient fin septembre aussi. Il va y avoir le lancement de M Croix Compte pour les femmes qui veulent en apprendre davantage sur leurs finances. C'est toujours intéressant de développer encore plus l'abondance, comprendre les finances. On sait que c'est souvent un monde qui est beaucoup plus masculin encore que féminin. On veut s'assurer que les femmes soient de plus en plus autonomes financièrement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont prendre qui vont prendre ou qui ne prendront pas des décisions reliées justement à la capacité financière. Je pourrais pas vivre tout seul. Fait que, tu sais, je vais comme endurer certaines situations parce que je ne pourrais pas m'en sortir. Fait on veut s'assurer que les femmes soient de plus en plus autonomes financièrement pour être autonomes affectivement parlant et reprendre leur pouvoir intérieur. Oh my God, ça va être intéressant. Ça, c'était à la fin septembre. Vous allez avoir des nouvelles là-dessus. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une journée extraordinaire, lumineuse, un riche jeudi, une riche fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt donc pour les riches jeudis. Merci d'avoir été là. Bye les merveilleuses!